Salut! Vous écoutez Les Sex-Maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexos, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on vous parle de la masculinité toxique. Mais avant de se lancer, peut-être qu'il faut nuancer quelques éléments. Tout d'abord, on va vous demander d'imaginer un continuum. Puis à une extrémité, la masculinité, celle qu'on peut décrire comme classique, hégémonique, dominante, celle qui est empreinte d'une espèce de rigidité, des stéréotypes, celle qui fait mal quand on ne fit pas dedans. Puis de l'autre côté, de l'extrémité, on retrouverait la féminité, avec la même rigidité, la féminité qui déclasse les femmes en tant que vraies femmes quand on ne fit pas dedans. Puis dans cet épisode, on s'adresse à la masculinité dans l'extrémité de ce continuum, aussi connue comme masculinité toxique. Toxique puisqu'elle nuit aux hommes et on va tenter de vous expliquer pourquoi. En fait, c'est un phénomène mondial parce que le terme masculinité toxique, masculinité du poison, proviendrait de l'Islande. Ah! C'est vraiment un phénomène mondial parce que les gens le nomment pas de la même façon. Donc, comme tu dis, ici, au Québec, on appelle ça la masculinité toxique ou les machos, les gars machos. Mm-hmm. Puis, par exemple, en Chine, ils ont nommé le phénomène le cancer de l'homme hétéro. Oh my God, vraiment? Donc, on voit que comme c'est pas un phénomène qui existe que dans nos petites têtes de féministes, là, comme c'est un phénomène mondial. Moi, j'ai des questions à vous poser. Peut-être même les hommes dans nos auditeurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refouler une grosse émotion après avoir vécu quelque chose de difficile de peur que les autres gars ne comprennent pas ou qu'on vous juge en tant que gars? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de trouver la joke sexiste de votre chum de gars vraiment plate, mais de pas vouloir le call-out de peur qu'on vous traite de fif ou de casseur de party? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose contre vos valeurs parce que sinon, vous n'allez pas être considéré comme one of the boys? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de trouver une situation injuste envers un autre gars ou une femme, mais ne pas vouloir call out la personne parce qu'après tout le monde le fait ou ça marche de même pour eux, tant pis? Si la réponse c'est oui, vous avez été confronté à une masculinité qu'on dit toxique. Puis le fait que vous avez pas voulu agir ou pas voulu parler de peur de, c'est des effets, des conséquences de la masculinité toxique. Puis c'est pour ça que c'est problématique pour vous aussi. Oui, exactement, parce que ça a des conséquences sur la santé physique et le bien-être des hommes. De se complaire dans la masculinité, stéréotypée, là, ça amène vraiment des problèmes sur la santé physique puis la santé mentale. Je pense qu'on va en parler aujourd'hui, mais ça vous affecte, là. C'est pas nous qui avons inventé le terme pour le fun. Oui, c'est ça. On entend beaucoup la masculinité toxique, mais c'est pas la masculinité qui est toxique. Non. C'est l'idée de ce qu'on se fait, de à quoi devrait ressembler un homme qui est toxique. Comme tu disais, Sarah, il y a beaucoup de recherches qui se penchent là-dessus, puis même que le American Psychological Association a créé un guide pour les praticiens qui traitent les hommes et les garçons. Puis ça parle vraiment des dangers de ce qu'ils appellent la vision traditionnelle de la masculinité. Puis cette vision-là traditionnelle de la masculinité, ça impacte les hommes dans leur santé psychologique, mais aussi sur leur santé physique, leur bien-être global. Parce que non seulement ça va faire en sorte qu'ils répressent leurs émotions, mais ça va faire en sorte qu'ils consultent moins les professionnels, autant en santé psychologique qu'en santé sexuelle, qu'en santé physique. Tout. Ouais. C'est ça. Comme tu dis, c'est un phénomène international. Il y a des mots qui existent pour le décrire dans pas mal toutes les cultures, mais on n'a pas encore trouvé de solution. Mais là, on parle de masculinité toxique, hégémonique, traditionnelle, mais ça veut dire quoi exactement? Bonne question. OK, c'est sûr que je vais parler beaucoup du livre de Liz Plank, For the Love of Men. Il vient tout juste de sortir en français hier. Oui, exactement. Dans le livre, elle fait référence à une recherche. Le monsieur qui faisait la recherche est allé à travers le monde demander la question à plein d'hommes dans plein de cultures différentes. C'est quoi un homme bon? C'est quoi être un homme bon? OK? Puis les réponses étaient vraiment belles, dans le fond, ça parlait d'intégrité,
d'honneur, de responsabilité. C'était être protecteur, faire la bonne chose, faire preuve de sacrifice, prendre soin des autres, aller à la défense des plus vulnérables. Puis après, il a demandé c'est quoi être un vrai homme. Fait que là, je viens de vous décrire c'est quoi être un homme bon, mais c'est quoi la différence avec le fait d'être un vrai homme? Être un vrai homme, c'est ne pas pleurer, être fort, ne pas montrer ses émotions, être agressif, être riche, être performant sexuellement, avoir plusieurs conquêtes. Donc, elle, à travers tout son livre, je le recommande à tout le monde, là, que vous soyez homme ou femme. Ben, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que la pression d'être un vrai homme entre en conflit avec le fait de devenir un homme bon. Oh my God! C'est carrément Mind is blown. Le contraire. Ouais, vraiment. Comment t'es supposé être un homme bon quand on te demande d'être un vrai homme? C'est quoi être un vrai homme? Ben ça, c'est une autre bonne question, hein, on va se le dire. C'est quoi être un vrai homme? Moi, je connais des hommes qui répondent pas en tout à la masculinité hégémonique, là, dominante, puis qui sont bien plus des vrais hommes que d'autres hommes qui y répondent, tu sais? Ce qu'elle dit aussi dans son livre, c'est que on endoctrine les garçons en très bas âge. Tu sais, Simone de Beauvoir a dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Ben, elle a dit « Les hommes violents ne naissent pas comme ça, ils le deviennent ». Le fait d'élever les garçons dans une culture qui leur enseigne d'être stoïques, plutôt qu'authentiques, ça leur enseigne la domination au lieu de l'empathie. Aussitôt qu'ils suivent pas ce script-là, ben, il y a quelqu'un qui va le remarquer puis qui va prendre comme leur man card. T'es pas un homme si, tu sais, si faut tu que tu remplisses du remplisses, droit chemin. C'est ça, faut que tu remplisses exactement ce qu'il faut pour être un homme. Puis ce qu'elle dit aussi, c'est super intéressant. Les hommes deviennent émotionnellement constipés, là, en vieillissant. Fait que pendant que les filles développent des stratégies de gestion d'émotions avec l'âge, ben à partir de 4-6 ans, l'expression émotionnelle des garçons va dropper parce que les parents encouragent l'expression de soi chez les filles, mais ils le font pas avec les garçons. Puis elle, tout ce qu'elle dit dans le livre, c'est que pendant qu'on faisait une révolution féminine puis qu'on réclamait le droit d'agir en homme, ben les hommes s'attardent de leur côté parce que on permet pas aux garçons d'agir comme des filles. On permet pas aux hommes d'être féminins dans la façon qu'on le conçoit, genre. Tu sais, féminin dans le sens empathique, d'avoir le droit de pleurer, d'avoir le droit d'aimer le rose, d'avoir, tu sais. Fait qu'elle a dit, on les élève dans une idéologie empoisonnante de boys don't cry, boys will be boys. On agit comme si c'était inévitable que les garçons vont être pas fins, vont être tannants pis tout ça, puis après ça, on est surprise quand ils rencontrent ces attentes-là. C'est ça. Comme en étant méchant, en faisant des meurtres, agressif. Ça s'en va jusque-là, là. Après, on est surpris qu'ils se sont rendus là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben Audrey, je vais peut-être rebondir sur tout ce qui est comme violence, agressivité par rapport aux hommes. Juste parce que la violence, puis l'agressivité, puis la colère, même on pourrait même rentrer la colère là-dedans, c'est comme des classiques dans les caractéristiques d'une masculinité toxique. Souvent, les hommes qui ont une masculinité qui est vraiment dominante ou classique ou alpha ou... Ils expriment tout. C'est ça, ils expriment par la violence, par la colère. Il y a des personnes qui se sont penchées là-dessus parce que c'est intéressant d'où ça vient, ça, cette violence-là, justement, comme tu dis, c'est pas inné, c'est acquis. Il y a un chercheur qui s'appelle Jackson Katz qui a beaucoup étudié la masculinité blanche violente, donc particulièrement pour les hommes blancs. Puis lui, dans son article, il s'est penché sur comment cette idéologie-là violente est construite à travers les publicités puis les représentations culturelles, films, médias, tout ça. L'auteur dit qu'une des explications clés qui permet de mieux comprendre l'émergence d'une masculinité dominante, violente, ben c'était l'industrie du film, entre autres. Puis autant les acteurs que le genre proposé ou vendu par l'industrie s'inspirent de violence pour vendre ce qui a besoin d'être vendu. Puis l'auteur propose que les hommes seraient plus tentés à accepter comme idéal l'idée d'un homme grand, fort, musclé, parce que eux-mêmes ils seraient déçus, peut-être, intérieurement, que leur 9 à 5, lundi au vendredi, permettrait pas d'obtenir ce genre de pouvoir-là. Parce qu'on représente aussi, dans cette violence-là, puis dans ce grand, fort, musclé-là, on représente le pouvoir. Puis dans leur quête d'avoir ce pouvoir-là, ben, tu sais, on adhère à ce genre de publicité-là, ça vend. Donc, on peut voir des images de, entre guillemets, vrais hommes représentés comme ceux qui sont forts ou qui ont une attitude agressive. Puis il y en a beaucoup de ça dans les annonces
pour vendre des choses aux hommes. C'est pour ça aussi que récemment, tu sais, ça a fait des tollés sur les réseaux sociaux, le fait que Jay du Temple, il a pris une photo en portant du vernis ou des vêtements typiquement féminins, parce que justement, c'était comme une des premières fois où là, un homme qui est considéré comme un vrai homme a des comportements qui sont plus typiquement féminins, puis là, il switch up la façon qu'on définit la masculinité. Puis c'est pour ça qu'on a été... C'est choquant. C'est choquant, les gens mais ça a été... colère, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont été super contentes que ça arrive. Parce que s'il y a bien une figure qui est le fun, comme en fait de masculinité, c'est Jay du Temple. Là. On l'aime tout. Il est bien funny, il est beau, il est cute, il est grand. Il représente quand même une masculinité dominante. Mais en même temps, là il a switch up la game. T'sais. Fait qu'on l'a vraiment aimé pour ça parce que justement, c'est rafraîchissant. Fait que peut-être que ce qu'il faut réfléchir là-dedans, c'est comment ce que je vois ou ce que je consomme, on essaye de me le vendre en tant qu'homme. Tu sais, l'annonce de Bud Light avec le gros joueur de football ben fort, là. Entouré de filles cocottes, là. Puis, Qu'est-ce qu'on essaie de me vendre? On essaie encore de me vendre un corps fort, musclé, qui joue un sport violent, on va se le dire, le football, ils font rien que ça, se foncer dedans. Puis comment la masculinité est-ce qu'elle est vendue? Comment est-ce que la masculinité est représentée dans ce que je vois? Pourquoi j'ai envie d'atteindre ça ou pourquoi j'en ai pas envie? Dans le fond, la masculinité est influencée par les médias. Mais de la même façon que la féminité l'est, dans le fond. Effectivement, oui, c'est ça. Faut être juste critique de ça. Ouais, puis je pense que justement, du côté féminin, on l'est de plus en plus, tu sais. Je pense que même les petites filles sont capables... De plus en plus, on les forme à être critiques envers les annonces de rasoir, qu'il n'y a pas un poil avant qu'ils se rasent les femmes dans les publicités. Tu sais, dans le sens où on est capable... De plus en plus, on éduque les jeunes femmes, les jeunes filles à être critiques envers ça, tandis que les jeunes hommes, on leur dit que les jeux vidéo, c'est pas bien, puis that's it, là. Comme il y a pas justement le... Que penses-tu de cette annonce de Bud Light? Qu'en penses-tu? Comme, trouves-tu que c'est un peu stéréotypé que ce soit un joueur de football qui attire toutes les filles? Tu sais, on les remet peut-être moins en question. Il y a aussi les publicités qui dépeignent les hommes comme des bons à rien, là. Stupides ou morons. Tu sais, des fois, sont comme représentés d'une manière... Mais c'est ça, moron, puis c'est de se demander, OK, mais je suis plus que ça. Exactement comme les publicités de femmes-objets, là, qu'on est capable de faire comme, hey, moi, je suis plus que ça. Ben, les hommes aussi devraient regarder les publicités puis faire comme, gars, on peut pas me vendre n'importe quoi avec n'importe quel message. Ça passe plus, tu sais. Puis je pense que, en fait, de pas être capable d'être critique envers ce que les hommes voient, ça apporte plusieurs conséquences, puis justement, Liz Plank, dans son livre, apporte plusieurs conséquences qui sont quand même grandes et inquiétantes, là. Puis à chaque fois, elle nomme beaucoup d'études, là. Donc, c'est vraiment un bon livre, comme Audrey a dit. Bon. Par exemple, ça rend les hommes leur propre plus grande menace. Donc, c'est-à-dire que ils vont être plus à risque de commettre des meurtres, mais de se tuer aussi, des mass shootings, des suicides. Donc, c'est quand même une méga conséquence que la violence qu'on voit peut-être dans les publicités ou ailleurs, puis ou que tu te fais dire aussi d'être violent, t'apporte aussi loin que ça. Être violent pour être un homme, là. Oui, t'sais, juste pour être un vrai homme, comme on dit depuis le début. En quoi tu vas être un vrai homme quand tu vas te retrouver en prison? Ouais. Il y avait aussi à quel point les hommes ont de la difficulté à bâtir et garder des relations. Puis là, je parlais pas juste avec un ou une partenaire, mais aussi avec des amis. Ouais. Puis je pense que ça, c'est vraiment un exemple flagrant, je sais pas pour vous, mais les hommes adultes que je connais ont peu ou pas d'amis. Tandis que les femmes, en vieillissant, là, de plus en plus, donc si vous pensez à vos parents, vos grands-parents, les femmes ont un entourage. Ou gardent leur entourage un peu plus près d'eux. Tandis que les hommes sont de plus en plus seuls, puis selon Liz Plank, le sentiment de loneliness, la solitude, c'est un problème masculin de façon disproportionnée. Ah ouais. Ah ben oui. Wow. Ouais, donc ça... Oui, parce que les hommes aussi, c'est ça qu'elle dit, ils apprennent pas à développer une communauté. Puis quand, dans un couple hétéro, la femme décède, ben là, l'homme, non seulement il est pas capable de prendre soin de lui, puis de sa santé, mais aussi, il a pas développé les espèces de réflexes, la charge émotionnelle des femmes, donc d'envoyer des cartes de souhait, d'appeler ses proches, de prendre l'initiative de prendre des nouvelles. Puis il se retrouve tout seul. Ah, c'est vraiment un bon point. Wow! Mais comment... OK, moi, j'ai une question, là, parce que j'ai pas lu le livre. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils développent pas ces habiletés-là quand ils sont plus jeunes, les hommes, comme le sens de communauté, justement? Comment ils en arrivent là? Il y a plusieurs raisons, mais une de celles-là, c'est justement le fait de réprimer ses émotions. Fait en sorte que quand tu parles à quelqu'un, mais comment tu vas t'identifier à la personne qui parle, comment tu peux avoir de l'empathie envers la personne, envers toi, faire un lien, là. Parce que c'est dans ces moments-là. C'est ça, c'est dans ces moments-là que tu fais des liens d'amitié ou amoureux avec quelqu'un, donc c'est une des raisons.
qu'elle dit que la suppression des émotions, c'est un des phénomènes les plus dangereux, puis le moins adapté pour les humains, puis c'est exactement ce modèle-là qu'on utilise pour élever les garçons. Les hommes qui ont le plus de difficultés à montrer leurs émotions sont ceux qui ont les comportements les plus violents, puis ceux qui adhèrent le plus à une vision de la masculinité traditionnelle, ben c'est eux qui ont le plus de difficultés dans leurs relations interpersonnelles, plus que les hommes qui adhèrent pas à cette masculinité-là, dans le fond. Puis sont aussi plus enclins à harceler puis agresser sexuellement les femmes. Moi, ça me fait penser beaucoup au podcast Les couilles sur la table que vous pouvez aller écouter, là. Ça parle de masculinité, mais d'une position féministe. Un épisode qui m'a vraiment marqué, comment le patriarcat tue l'amour. Puis elle parlait des garçons puis des hommes qui apprennent à ne pas avoir d'amis. Parce que ça date de pas tant longtemps, ça n'a pas toujours été comme ça. Parce qu'avant, les hommes entre eux, ils pouvaient se donner des accolades, se tenir main dans la main, puis avoir des amitiés vraiment intimes entre eux, jusqu'à temps que on fasse tout un chiard avec l'homosexualité. Ah ouais. OK? Fait que là, maintenant, dès que t'as un ami trop intime, il y a une peur d'avoir l'air gay. Il y a une peur de développer de l'intimité tout d'un coup, que t'es gay puis t'aurais l'air gay. Puis aussi, c'est problématique parce que là, la façon dont tu le dis, c'est comme si l'homosexualité était un problème, tu sais. C'est ça. C'est ça. En plus, dans cet épisode-là, ça parle de à quel point les garçons sont pas amenés à développer des amitiés intimes, que les garçons, ils ont des amitiés tournées autour des activités, mais ils vont pas parler de ce qu'ils vivent, de comment ils se sentent. Pour les hommes hétérosexuels, les émotions, ils vont en parler avec leur conjointe. Puis ça, c'est si la conjointe est ouverte à entendre les émotions de son conjoint, parce que il y a plusieurs femmes qui adhèrent à ces normes-là de la masculinité qui vont dire « Ben voyons donc, prends sur toi, là, t'es l'homme, tu sais. » Ça, c'est... Montre-moi pas tes émotions, là, t'es supposé être le tough de nous deux, selon les normes en place. Ça aussi, c'est problématique. Vraiment. Dans tout ce qu'on nomme en ce moment, c'est important de pas sentir qu'on veut vous blâmer. Puis quand je dis vous, je veux dire, il y a des femmes qui y adhèrent aussi, puis c'est juste les scripts qui nous ont été donnés culturellement, puis de la façon qu'on a été élevés, l'héritage judéo-chrétien, ou puis d'autres façons de se représenter la masculinité et ou la féminité dans les médias, puis nos relations interpersonnelles, nos relations de couple, comment qu'on voit les couples à la télé, dans les films, etc., puis les dynamiques entre hommes et femmes. Puis c'est des choses qu'on intériorise, puis qu'on le sait même pas. Fait que c'est correct en ce moment si ça vient vous chercher. Sachez que c'est pas de votre faute, là. C'est juste, ça se peut qu'on se soit rendu là. Puis c'est correct si aujourd'hui, c'est comme un petit awakening qu'on fait. Comment on demande aux hommes de se présenter à nous en tant qu'hommes puis en tant que femmes. Qu'est-ce qu'on demande des hommes autour de nous? Est-ce que, justement, ton chum de gars, t'as peur parce qu'il s'en va en voyage dans un pays vraiment sketch au lieu d'exploser? C'est correct si tu pleures. C'est vraiment épeurant, tu sais. Probablement que ça va souder votre amitié encore plus que tu sois capable de lui montrer cette vulnérabilité-là, pis cette émotion-là, que si justement on le réprime puis on le refoule ou on se fâche puis on le take it out on someone else. Puis là, on parle à quel point ça affecte toute la société, mais Liz Plank, il y avait un fun fact. Ça affecte pas juste la société au complet, ça affecte la planète puis la subsistance de notre planète. Comment? Parce que les scientifiques ont fait des recherches sur les comportements éco-responsables. Puis, paraîtrait-il qu'il y aurait un écart de genre pour le recyclage. C'est-à-dire que le recyclage est perçu comme un acte plus féminin, ce qui ferait en sorte que beaucoup d'hommes ne recyclent pas. Puis là, on parle que de recyclage, mais il y a plein d'actes comme ça qui sont bons pour la planète, qui sont perçus comme féminins. Ce qui fait en sorte qu'il y a plein d'hommes qui sont bornés à pas recycler ou à pas bien recycler. Puis ça a vraiment un effet sur, sur la planète. Le nombre de temps qu'on va vivre sur notre planète. Juste dans la diète, là, c'est plus les femmes qui sont végés, qui sont véganes. Les hommes, c'est comme, moi, je mange la viande, barbecue. Puis les femmes sont genre, de la salade. Puis là, tu sais... Puis des fois, c'est vrai, il y a carrément des hommes qui vont se faire attaquer leur masculinité parce qu'ils sont végés. C'est quoi rapport? Avoue, oh my god, c'est tellement vrai. Comme si la virilité passait dans la viande. Ta virilité ne passe pas par ton steak, alright? Ouais, c'est ça. Comme si t'as envie d'avoir un veggie burger, là, vas-y faire mon chum. C'est la quote de l'épisode! Encore une fois, le fait que ça affecte toute la société et la planète... J'ai traduit une citation de Liz Plank de son livre que je trouvais vraiment pertinente parce que là, aujourd'hui, vous dites « Mais là, coudonc, vous êtes féministe.
pourquoi vous nous parlez à quel point les hommes font pitié ou à quel point c'est difficile d'être un homme en 2021. Je vais vous la lire tranquillement. Je veux qu'il soit clair que parler de la masculinité n'est pas une distraction des problèmes des femmes. C'est au contraire le moyen le plus efficace de les aborder correctement. Le plus gros mensonge est de croire que la lutte contre la souffrance masculine est séparée ou en contradiction avec la lutte pour la libération des femmes. On fait toute l'expérience du genre. Nous sommes tous limités par des stéréotypes de genre oppressifs. Nous devons donc transcender le mythe de la guerre des genres. Dans le fond, elle dit qu'on est tous dans la même équipe, puis que le fait de aider les hommes à être des bons hommes, si on revient à Audrey au début de l'épisode, fait en sorte que des bons hommes, ça règle pas mal la majorité des problèmes des féministes qu'on pourrait juste faire comme... Merci, bonsoir. Thanks! Ouais. Cool, tu reconnais que ça, c'est un de mes droits en tant qu'humain? Nice, merci, bons hommes. Ouais. Qu'on en finisse. Ouais. Pour qu'on vous parle de ça aujourd'hui, c'est que la masculinité toxique est importante à discuter avec tout le monde. Les politiciens devraient en parler parce que c'est vraiment un problème qui affecte toute la société, toute la planète. Voilà. Liz Plank, For the Love of Men. Et j'ai trouvé son livre rafraîchissant, en fait, parce que j'avais lu des livres là-dessus. Beaucoup de Francis Dupuis-Derry et Mélissa Blais qui font vraiment des recherches. Pour de vrai, c'est super intéressant. Ces études sont basées sur ce constat-là. Les hommes sont encore les plus puissants. Ils sont dans les instances où il y a le plus d'argent, le sport le plus acclamé, la tête des religions, le crime organisé, les instances politiques, toutes ces affaires-là, où est-ce qu'il y a de l'argent, où est-ce qu'il y a du pouvoir. Lui, son constat, c'est qu'il est absurde de penser que les hommes sont en crise dans un monde pareil. Il donne en exemple les événements du 6 décembre 89 de Polytechnique, qui a comme ouvert un discours extrêmement virulent contre les féministes. Il y a eu l'attentat antiféministe. Un homme est rentré dans Polytechnique puis a tué 14 femmes en disant « Je déteste les féministes », OK? C'est qu'après, il y a eu un discours de crise de la masculinité pendant comme 30 ans. Puis là, tout le blâme est allé sur... C'est parce que les féministes sont allés trop loin. Les femmes ont trop de pouvoir. C'est parce que les femmes ont commencé à être pompières, imagine-toi donc. Plus de safe space. Fac. Mon Dieu. Ouais. Fait que lui, dans le fond, le discours de victimisation des hommes, de c'est difficile pour les hommes aujourd'hui, c'est le résultat d'années de féminisme qui en est venu jusque-là. Puis c'était un discours aussi qui faisait des glissements vers c'est à cause des féministes qu'il y a un taux de suicide élevé chez les hommes, que les garçons ont des difficultés scolaires. C'est à cause aussi des droits des femmes, qu'il y a des hommes qui subissent des divorces, puis là, il y a les enfants impliqués, puis là, ils n'ont pas la garde. C'est à cause de ça qu'il y a de la violence. Aussi qu'il y a des difficultés de draguer ou de séduire, OK? Toute l'espèce de crise de masculinité, de la façon qui est abordée comme ça, de dire que, OK, les hommes sont victimes du patriarcat, qui est un système. C'est différent de dire ce système-là oppresse les hommes et les femmes, et non les hommes sont oppressés par les femmes. Ouais. Fait que je pense que ça rejoint ce que tu dis de il faut arrêter de penser que c'est une guerre de sexe, de si les femmes ont plus de droits, les hommes vont en avoir moins. Ça fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est de l'entraide. Ouais, dans les sociétés où est-ce que les hommes adhèrent le moins à la masculinité traditionnelle, ben c'est là où est-ce qu'il y a le plus de bien-être des hommes, de satisfaction conjugale. Moins de mortalité. Moins de mortalité, les hommes prennent soin d'eux. Plus de droits des femmes. Exactement. Les gens sont plus heureux. C'est ça, c'est rien que ça te vend pas, là, pour vrai. I don't know what will. Pour parler de mortalité, justement... Dans son livre, elle parle que, oui, il y a certains facteurs génétiques, là, à la base du fait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a 3 raisons qui font en sorte que les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Tu sais, là, on pourrait faire un épisode complètement là-dessus, fait que je vais juste les énumérer rapidement, mais la relation des hommes avec leur travail. Donc, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, les hommes font des jobs où il y a peut-être plus de risques de mourir au travail, peut-être comme la construction ou les camionneurs, etc. Elle faisait des liens aussi avec les immigrants, qui, eux, ça les affecte encore plus parce qu'ils sont dans les emplois encore plus précaires avec encore plus de risques. Donc, eux sont encore plus à risque de mourir jeunes que les hommes blancs. La deuxième raison, c'était les hommes et leur relation avec le risque. En disant ça, on peut penser à Jackass, la fameuse émission des années 90-2000. Quel point c'était épais. Elle donne aussi l'exemple dans le livre de Trump qui a regardé l'éclipse solaire directement, puis à quel point tout le monde était genre « Wow, quel homme viril! » T'es tellement mâle de pas mettre de lunettes de soleil en regardant le soleil directement.
sérieux. C'est cave. Puis, à partir de là, elle parle aussi que justement, dans leur relation avec les risques, plus tu veux performer ta masculinité, donc plus tu veux adhérer au stéréotype du macho, plus t'as de chances d'en mourir. Oui. Donc, elle donne l'exemple des noyades, qui est vraiment un problème relié aux hommes. C'est environ 80% des noyades que ça va être des hommes. C'est ça, ils sont comme plus confiants d'être comme « Ouais, je suis nager! » Puis ils vont... Un, tu sais pas nager, ou deux, tu sais pas où t'es. Il y a pas de leur gilet de sauvetage, mais ils le portent pas. Ouais, c'est ça, on l'a vu souvent. Ils apportent leur gilet de sauvetage, mais ils sont trop cool pour le gilet de sauvetage. Fait. Ils le portent pas. C'est quand même un exemple criant de comme... C'est pas la faute des féministes. Si vous mettez pas votre life jacket puis que vous en mourrez. Donc bref, juste pour résumer, pour l'instant, les 2 premières raisons, c'était les hommes et leur relation avec le travail, qui sont parfois plus à risque. Leur relation avec juste le risque en général. Puis finalement, la 3e raison qu'on a déjà un peu abordée, mais c'est leur relation avec les professionnels de la santé. Donc, autant ils vont pas aller dans les soins préventifs, la majorité du temps, quand ils arrivent à l'hôpital, ils sont toujours comme dans un état pire que quand les femmes se présentent à l'hôpital. Ils font leur tough. Oui, encore une fois, tu sais. À part pour la grippe d'homme, qui est... c'est ça. La fameuse. À part pour ça. Pour le reste, ils font leur tough. Ils font leur tough. Puis, en plus, comme on a parlé depuis le début, ils veulent pas parler d'eux puis de leurs émotions, fait qu'ils communiquent pas bien non plus avec leurs professionnels de la santé. Fait que des fois, c'est comme plus difficile de pointer c'est quoi leur bobo, parce que tu dirais, j'ai mal au genou, ok, mais ça t'empêche de faire quoi? Tu sais, bref. Donc ça, c'était comme les 3 raisons, selon l'OMS, qui faisaient en sorte que les hommes mourraient plus jeunes que les femmes. Et le fait de pas être capable de remplir ce rôle-là, là, de gars qui est capable de prendre des risques, qui a un travail à risque, qui prend soin de sa santé, fait en sorte que ça les dissuade de demander de l'aide. Ces idéaux masculins-là sont donc responsables de l'épidémie de suicide chez les hommes. C'est ça. Donc, tu sais, il y a comme 3 raisons qui font en sorte que tu peux mourir plus jeune, et en plus, ça apporte plus de suicides. Ben oui, make sense. Aïe. Donc, la masculinité toxique vous affecte. Remettez-vous en question. Quand tu disais, Audrey, au début, là, on leur enlève leur man card, c'est le fun parce que ça met une image vraiment concrète sur quelque chose de vraiment abstrait. Comme, c'est qui la personne, justement, là, qui enlève la man card? C'est qui le grand dieu des man cards? Genre, mais c'est les autres hommes. Mais oui! Ben, les femmes autres aussi. hommes. Les femmes aussi, les autres hommes. Oui, ça c'est sûr, sauf que dans son livre, Liz Plank a dit vraiment que les hommes, oui, ils ont peur de se faire juger par les femmes, mais ils ont peur de se faire juger par les autres hommes aussi. Tu sais, l'espèce de mâle alpha, genre, faudrait que tu sois le plus mâle. C'est pour ça aussi que les hommes, quand ils vont chercher de l'aide, ils vont demander à parler à une femme. Ils veulent pas parler de leurs problèmes à un homme. C'est intéressant. C'est dommage, en fait. Ouais. Parlez-vous entre hommes, ça va vous aider. Puis mon Dieu, que vous allez être contents d'avoir des discussions. Parce que les autres, parce que les autres autour de vous ressentent probablement la même chose. Sûrement. Moi, je dis toujours que la vulnérabilité, c'est à la base de l'humanité. C'est à la base d'être humain puis de rejoindre l'autre. C'est de s'ouvrir puis de montrer cette vulnérabilité-là. C'est de même qu'on se reconnaît. Comme tu disais, Sarah, là, avec les émotions. On fait des liens entre nous. Mais ouais. Par rapport au suicide, les données montrent que l'égalité des genres peut en fait être un antidote au suicide masculin. What? Parce que plus les femmes sont émancipées, plus elles participent aussi à défaire les normes associées aux hommes. Oui. Par exemple, c'est l'homme à qui on demande d'être le provider, donc de fournir le pourvoyeur. Le pourvoyeur, de fournir l'argent à sa famille, d'être celui qui fait de l'argent pis tout. Puis si lui il perd sa job, ça c'est une des raisons pourquoi les hommes se suicident justement. Donc en ayant une égalité des genres, si les femmes travaillent dans des domaines autant payants que toi, parce qu'il y a pas d'écart salarial, il y en a tout moins. Est beau. Ben oui. Il y a une flexibilité justement, il y a quelqu'un qui a ton back. Exact. À la maison. Puis même chose aussi, dans les sociétés où est-ce qu'il y a plus d'égalité des genres, il y a aussi des lois qui font en sorte que ça reconnaît le père comme un parent à part entière. Ben oui. Il y a des lois qui vont faire en sorte que le papa il peut prendre congé autant longtemps, construire un lien vraiment riche avec son enfant. Ça va pas être mal vu que tu prends un congé, ça va pas être mal vu que t'es sensible avec eux. De l'affection. Oui, c'est ça. Puis, oh my god, ça me fait penser... Tu sais, il y a beaucoup le discours de « Ben là, arrêtez de féminiser les gars. » Le monde se développe vers quelque chose de plus féminin. Dans le sens que l'intelligence émotionnelle est de plus en plus valorisée. C'est de plus en plus valorisé d'être adéquat avec les gens, d'être empathique, d'être un boss qui est comme leader, mais qui est sensible aussi, qui est flexible, tu sais. Moins dans le stoïque, puis dans le rigide, puis dans le vieux jeu un peu.
Fait que c'est de mettre aussi ton potentiel, le potentiel des garçons, de développer ce côté qu'on dit féminin, de développer leur intelligence émotionnelle. Ça va juste faire en sorte qu'ils vont être autant successful. Ce qu'elle dit, c'est que le EQ puis le IQ, dans le fond, l'intelligence émotionnelle puis l'intelligence rationnelle, corrèle avec le succès dans la vie. Parce que t'as bien beau être intelligent puis savoir tout ce que tu devrais savoir dans un certain domaine. Si t'es un asshole, il y a personne qui veut travailler avec toi. Si t'es désagréable, si t'as aucune idée de comment les gens se sentent puis que t'es rude tout le temps, il y a personne qui va vouloir travailler avec toi ou pour toi. Fait que de plus en plus, on s'en va dans un monde où est-ce que t'es mieux de développer ces skills-là parce que, ça t'empêche toi. Ça t'empêche de développer ton plein potentiel. Man, ce livre regorge de fun facts. Pour vrai, c'est vraiment bon, là. Je vais le mettre sur ma liste. Tu sais aussi, quand tu dis qu'on s'en va vers une société plus féminine, dans le fond, c'est juste d'être un humain well-rounded. Décent. Comme juste d'avoir des belles qualités d'humain. Qui reconnaissent les émotions puis les vécus des autres humains. Peu importe ton genre, ce serait le fun. Pour conclure avec tout ce qu'on a discuté aujourd'hui à propos de la masculinité, on peut dire que c'est pas la masculinité qui est toxique, mais ce qu'on pense qu'elle devrait être qui l'est. La masculinité, c'est pas le problème, mais bien la solution. La solution, ça serait une redéfinition de cette masculinité-là. Le système qui nuit aux filles, c'est le même système qui nuit aux garçons, juste de manière différente. Il faudrait arrêter de voir ça en termes de guerre de sexe, genre les hommes versus les femmes, mais bien la guerre de tous contre les normes de genre puis le patriarcat. Il s'agit pas de rejeter tout ce qui est genré non plus, mais on prend juste ce qui a du sens pour nous, puis on laisse le reste de côté. De le prendre de cette manière-là, ça nous rappelle que tout le monde y gagne, puis ça nous rappelle aussi qu'on se ressemble puis on se rejoint dans notre humanité. Les hommes, les femmes, tout ce qu'il y a entre les deux. On devrait juste se donner la peine d'être qui on veut être finalement. Liz Plank, ce qu'elle propose comme solution, c'est le mindful masculinity. Le mindfulness, ça veut dire de comprendre son dialogue interne, c'est d'être conscient de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, rester connecté à tout ce qui fait de soi un homme bon, puis rejeter ce qui fait de soi un vrai homme. Puis ça demande de faire face à la douleur, prendre responsabilité de ses actions, puis juste... battre le patriarcat. Exactement. Nous aider. On va juste vous demander de nous aider. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sexes Maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les Sexes Maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous, bye!